Bonjour, et en effet bonjour Amélie de Bonjour. Montchalin. Transition écologique, cohésion des territoires, disait Maya, mais pas seulement. Les décrets d'attribution qui sont parus hier au journal officiel vous attribuent les transports, le logement, la biodiversité, la ruralité, la ville. N'en jetez plus. Tous ces acteurs avaient leur ministre ou leur secrétaire d'État sous le gouvernement Jean Castex, et vous faites tout toute seule avec Christophe Béchu aux collectivités territoriales. Est-ce que c'est pas un peu beaucoup pour une seule ministre? Alors, la première chose, c'est qu'évidemment, je n'ai pas le don d'ubiquité. Et donc, le président, le Premier ministre l'ont dit, l'équipe gouvernementale sera complétée après les législatives. Donc il y aura un ministre du selon logement, un les ministre sujets des transports. que la Première ministre et le président voudront effectivement compléter, renforcer. Et ce qui est certain, c'est que ce ministère, il a une cohérence. Les Français le voient bien. Si on parle, par exemple, de développement des emplois dans les quartiers, ça va avec l'accès au logement, ça va avec le développement des transports. Nos emplois, les logements, le transport, ça marche ensemble dans notre vie quotidienne. Et donc, c'est une très bonne nouvelle que nous ayons mis sous le même toit, dans la même maison, des Vous sujets chapeauterez tout ça. qui concernent tous les Français. Évidemment, il y a des sujets qui sont plus spécifiques, mais mon rôle, c'est de m'assurer que dans chaque territoire, le développement, la cohésion des territoires, les inégalités territoriales sont résorbées avec une politique du logement adaptée, avec des transports modernisés, et qu'on le fasse en respectant l'environnement, l'écologie. Sur l'architecture du gouvernement, on nous promet à chaque fois un gouvernement resserré. Il y a déjà 28 ministres et secrétaires d'État dans la première équipe d'Elisabeth Borne. S'il y a de nouveaux ministres, vous venez de le confirmer à demi-mot, ça fait quand même toujours des équipes très fournies. C'est-à-dire qu'il y avait, je le rappelle, 6 ministres et secrétaires d'État sous l'appellation de votre ministère aujourd'hui. Le choix d'abord du président, c'est de mettre l'écologie avec la Première ministre pour que toutes nos décisions, qu'elles viennent de mon ministère, mais qu'elles viennent aussi du ministère de l'Industrie, de l'Agriculture, de tous les secteurs, soient cohérentes avec la transition écologique, la planification Plus Agnès écologique. Pannier-Runacher qui s'occupe de la transition énergétique Et un secrétaire général à la planification écologique. Ça fait quand même beaucoup de monde. Si on explique aux Français ce qu'on fait, d'abord, l'écologie, ça concerne tous les secteurs. Donc c'est normal que la Première ministre, et c'est très innovant, c'est la première fois au monde, qu'on mette tout le monde avec cet objectif, ne plus émettre de CO2 en 2050, être neutre en carbone et protéger la biodiversité. Ensuite, il y a une transition énergétique à faire, comment on sort des énergies fossiles, c'est la mission d'Agnès Pannier-Runacher. Et puis, il y a une mission que cette écologie, dans les transports, dans le logement, dans notre environnement, dans les déchets, dans l'eau, dans l'air, la qualité de l'eau, la qualité de l'air, tout ça, ça concerne la vie quotidienne, ça concerne les territoires, et ça, c'est ma responsabilité. Et effectivement, on a mis en place une administration pour que ça fonctionne. Madame de Montchalin, vous savez aussi ce qu'on pointe, non pas qu'on vous reproche, mais qu'on pointe, comme Agnès Pannier-Runacher, vous-même êtes diplômée d'HEC, vous n'avez aucune expérience dans l'écologie, dans l'action écologique dans votre carrière politique. Vous avez un profil qui n'a pas plu, disons, aux associations défendant l'environnement. Je vais vous raconter quelque chose. Ouais. C'est que moi, si je suis dans ce ministère, c'est que j'ai une conviction qui s'est forgée au moment où j'étais ministre des Affaires européennes. J'avais déjà des convictions avant. Mais pendant 9 mois, avec Elisabeth Borne, qui était la ministre de l'écologie de l'époque, et avec le président de la République, j'ai bâti l'unanimité en Europe pour que les 27 pays de l'Union européenne s'alignent sur notre objectif, c'est-à-dire d'être neutre en carbone, donc d'arrêter le réchauffement climatique pour 2050. Ça a été un très très long travail. Au début, on était tout seul. On a mis 9 mois, on a passé 2 nuits au Conseil européen, et on y est arrivé. C'est bien parce qu'on y est arrivé à 27 que maintenant, ça m'a donné une détermination de faire comment, de ce projet maintenant continental européen, ça se décline dans notre vie quotidienne. Ce qui est vrai, c'est que je ne pense pas, comme certains membres de la NUPES, que l'écologie serait le monopole de ceux qui envoient des signaux. Mais vous savez, il y a aujourd'hui, au fond, une grande supercherie. Attendez, les gens qui s'appelaient Europe Écologie Les Verts. On va parler d'Europe Écologie Les Verts, mais vous venez de citer l'époque où vous étiez ministre de l'Action européenne. Vous avez été aussi député, et il y a une association, Agir pour l'environnement, qui a noté que vous êtes l'une des députées qui a l'une des pires députées à leurs yeux, puisque vous avez voté contre toutes les propositions de loi sur le glyphosate, les néonicotinoïdes, l'indemnisation des victimes de pesticides. Est-ce que ça ne vous rend pas un peu illégitime pour diriger aujourd'hui le ministère de l'écologie? Je reprends. Le but, c'est quoi? C'est que la transition se fasse pour les Français. Ce classement, je suis très content de vous en parler. Il a une très drôle de conception de ce qu'est le rôle de député. Pour moi, un député, ça ne consiste pas à voter des amendements symboliques qui tiennent en une ligne. C'est symbolique, les néonicotinoïdes. Les amendements qui sont cités dans ce classement ne sont pas des amendements qui fonctionnent, ne sont pas des amendements qui résolvent les problèmes. C'est des amendements où on met un grand titre et on dit vous êtes pour, vous êtes contre. Je vous donne un exemple. Dans ce classement, il est question de l'indemnisation des victimes de pesticides. Vous avez voté contre. C'est ce que dit le classement.
Mais qu'est-ce que... Et c'est là que c'est mensonger. La vérité, c'est quoi? C'est que c'est ce gouvernement qui, en 2020, a mis en place un fonds d'indemnisation des victimes de pesticides, qui est maintenant lié aux organismes sociaux, qui fonctionne. Et moi, vous voyez, je suis beaucoup plus fière d'avoir été celle qui a soutenu le gouvernement qui a mis en place ce fonds d'indemnisation, plutôt que de dire que, parce qu'en une ligne, on aurait indemnisé les victimes. Au fond, c'est ne pas respecter les gens. De considérer que, d'un trait de plume, en votant pour ou en votant contre, comme ça, à l'Assemblée, on résolverait les problèmes. Moi, mon sujet, et je vais vous le dire avec beaucoup d'honnêteté et surtout de conviction, je crois qu'on doit pouvoir faire de l'écologie sans aller contre l'économie. Je crois qu'on doit pouvoir faire de l'écologie sans... faire ça, même la NUPES dont vous parliez à l'instant. Je crois que beaucoup de projets de la NUPES ne sont pas des projets qui seraient, dans l'économie qu'on connaît aujourd'hui, des choses qui fonctionneraient. Je crois que l'écologie doit se faire sans diviser les Français. Je pense qu'on peut unir 66 millions de Français sur l'écologie. La NUPES ne dit pas ça. Je crois que l'écologie a besoin de l'Europe. Europe Écologie Les Verts. En allant dans le parti de M. Mélenchon qui nous dit qu'il faut désobéir à l'Europe, mais ils ne sont plus européens. Donc oui, c'est vrai. Je crois qu'on peut faire un projet social et un projet écologique. Je crois qu'on peut accompagner tous les Français. Alors précisément, qu'on peut transformer l'économie. Accompagner les Français. Et donc, mon enjeu aujourd'hui, c'est que tous les Français, dans tous les territoires, voient au fond un vivre mieux. Un vivre mieux. Et vivre mieux, c'est pas vivre moins bien, c'est pas la décroissance. J'ai une question pour vous, ministre de l'écologie. Comment vous allez faire pour concilier l'action sur le pouvoir d'achat, qui est le premier projet de loi que va présenter Elisabeth Borne après les législatives, si elle est reconduite, avec l'ambition écologique? En clair, comment on fait pour faire baisser le litre d'essence tout en incitant les Français à moins prendre leur voiture? Comment vous allez faire? Écologie et pouvoir d'achat, c'est le même combat. Expliquez-nous. Parce que si on veut vivre mieux, on doit vivre mieux avec notre environnement. On doit aussi vivre mieux en dépensant moins. Je vais vous donner 3 exemples très concrets. Mais là, je vous parle de l'exemple de l'essence. Évidemment, aujourd'hui, on protège le pouvoir d'achat, on évite que les prix augmentent trop, avec le bouclier tarifaire, avec les prix de l'électricité qui sont limités, avec la ristourne à la pompe. Ça, c'est la réponse aujourd'hui. Mais si on veut que les Français fassent des économies, demain, à moyen terme, à long terme, qu'est-ce qu'on fait? On les aide à changer de voiture. Alors évidemment, c'est un coût aujourd'hui, mais c'est très rentable dans plusieurs années. Qu'est-ce qu'on fait? On met la prime à la conversion. On met la voiture électrique à 100 €. La voiture électrique à 100 €. C'est le moyen terme. Mais dans l'immédiat, est-ce que vous allez continuer à faire baisser le litre d'essence, de gazole? Est-ce que c'est votre souhait? Le projet de loi que nous préparons sur le pouvoir d'achat, il est là pour protéger aujourd'hui. Mais moi, ma mission, c'est qu'il y a le aujourd'hui, mais la transition écologique, elle nous concerne pour les prochaines années. La voiture électrique à 100 €, c'est bon pour le climat, moins de pollution, c'est bon pour le pouvoir d'achat, beaucoup moins cher que les pleins d'essence leasing, on précise, et de gazole à faire chaque mois. Autre exemple, rénover votre logement, ça coûte de l'argent. On vous accompagne avec ma prime rénov', mais du coup, c'est moins de factures de chauffage, c'est moins de pollution pour... Il y aura de nouvelles mesures sur la rénovation thermique cet été lors du projet de loi de finances rectificative. Est-ce que vous annoncerez de nouvelles mesures? Je sais qu'il y a le devoir de réserve aujourd'hui, vous ne pouvez pas annoncer... Ce que je peux vous dire sur la rénovation des passoires thermiques. Depuis 2020, on arrive à rénover 700 000 logements par an. Si on continue à ce rythme-là, dans 5 ans, on aura quasiment éradiqué toutes les passoires thermiques qui sont mauvaises pour le pouvoir d'achat, mauvaises pour le climat. Il y a un enjeu, si on veut continuer dans la construction, dans la rénovation à faire, c'est les copropriétés. Et ça, je peux vous dire que c'est un chantier devant nous majeur, parce qu'on arrive à bien rénover les logements individuels. Ma prime rénov', 700 000 Français qui ont rénové leur maison. Il faut que sur les copropriétés, on avance. Ça se passe par la concertation avec les acteurs du logement. Et donc, ça va évidemment se poursuivre. Vous avez besoin d'une majorité à l'Assemblée nationale. Elle n'est pas acquise encore, parce que de l'affaire Damien Abad, non pas l'affaire, mais disons aux ennuis de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, après ce qui s'est passé au Stade de France, vous admettez que les débuts de ce gouvernement sont pour le moins compliqués, ce gouvernement avec Elisabeth Borne à sa tête? Et la politique, sans langue de bois. C'est souvent deux choses. D'un côté, il y a toujours des polémiques, parfois des crises médiatiques, et les ministres se sont exprimés, ont dit la manière dont nous voulons aussi avancer, résoudre les problèmes. Mais pour moi, la politique, et au fond, les législatives, c'est quoi? C'est de se présenter devant les Français et de leur parler de sujets à la fois d'aujourd'hui et d'avenir. Leur parler d'éducation, de santé, leur parler évidemment d'écologie, de pouvoir d'achat. Ils ne vous parlent pas de Damien Abad, les électeurs, ni de Gérald Darmanin. Qu'est-ce qu'on veut faire pour 5 ans? Qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe? Quels sont les projets que vous voulez qu'on mette en avant? Le président de la République s'est présenté, il a été réélu sur un projet. Ce projet, on l'explique dans chacun de nos territoires et on fait, au fond, ce lien entre un projet national et chacune des 577 circonscriptions. Donc vous êtes optimiste pour le 12 juin? On est combatif. Il faut que les Français voient la différence que nous voulons amener dans leur vie quotidienne sur leur sujet de préoccupation. Et je fais bien la part des choses
entre ce choix qui se fait dans les urnes le 12 et le 19 juin pour l'avenir et, évidemment, la part aussi de ces crises médiatiques, de ces polémiques qu'il faut gérer avec sérieux, mais qui voit bien que ce n'est pas tout à fait la même chose pour les Français. Merci beaucoup Amélie de Montchalin, ministre donc de la Transition écologique et de la cohésion des territoires.